voici un homme qui, en 1981 ou 82 maximum, a tiré une sonnette qui fit une bombe. Ça s'appelait toujours plus Monsieur François de Closet. Merci François. Et pour débattre de la première séquence, tiens, je te propose, voilà, la troisième ici, merci, voilà. Et pour débattre dans cette première séquence et vous proposer un thème de réflexion, qui est un des grands sujets de notre pays, ça s'appelle la liberté d'entreprendre. Je vais demander d'abord à Madame Sylvie Pella-Finet, qui est syndicaliste patronale et qui est conseillère régionale Nouveau Centre de Rhône-Alpes, que voilà, de prendre place à côté de François. Quatre témoins viendront dire comment concrètement les choses se passent dans cet ordre d'idées. Il s'agit d'abord de mademoiselle Stéphanie Awad, jeune entrepreneur. Où est Stéphanie? Merci. Ensuite, de madame Muriel Boulmier, qui est directrice générale du groupe Siliopé. Vous nous direz ce que c'est. Où est Muriel? Voici. Je vous tourne le dos, excusez-moi. Voici monsieur Fabrice Hakoun, qui est juge au Conseil des prud'hommes de Paris, mais qui surtout exerce des fonctions de direction générale dans un grand groupe en France. Et enfin, madame Catherine Morin-Desailly, qui est sénatrice de la Seine-Maritime. Où est Catherine? Bien, Catherine, va. Voilà. On va aller assez vite, si vous permettez, en ce qui me concerne en tout cas. Je ne vais pas faire d'introduction ni de spectrale. Je voudrais demander à François de cadrer les difficultés que la liberté d'entreprendre rencontre dans notre pays. Tu as la parole, François. Oui, merci d'abord de votre invitation. Je dirais d'un mot que je me sens chez moi dans tous les partis de gouvernement et parce que je souhaite passionnément que réussisse mon pays, la France, que réussissent les gouvernements, quelle que soit leur couleur de la France, c'est-à-dire que j'ai une entière liberté, un devoir de critique vis-à-vis de ces gouvernements. Alors quand vous parlez de la liberté d'entreprendre, oui, il faut comprendre qu'aujourd'hui, elle est la clé du problème numéro 1 sur le plan social de ce pays qui est le chômage et que malheureusement on n'en est pas conscient. Quand je vois par exemple qu'à l'heure actuelle on se focalise, et c'est bien normal, sur des plans sociaux, sur des problèmes sociaux locaux de quelques centaines d'emplois, mais qu'on ne voit pas que l'évolution du chômage dépend de la situation des employeurs, des centaines de milliers d'emplois sont en cause en fonction du comportement des employeurs, eh bien actuellement, le vrai problème, c'est l'effondrement du moral des chefs d'entreprise. Et tout le monde s'en fiche. Tout le monde se focalise sur, ici, quelques centaines d'emplois. Situation pathétique, certes, mais l'avenir du chômage en France, c'est le moral de ces chefs d'entreprise. François, alors, il faut se demander pourquoi. Quels sont les autres freins à la très liberté d'entreprendre? précisément, à l'heure actuelle, quels sont les freins? Évidemment, il y a le grand problème de l'emploi et du contrat de travail. Ce n'est pas par hasard qu'en France, nous avons autant et plus de créations d'entreprises qu'en Allemagne. Simplement, quand on regarde ces créations d'entreprises 2 ans après, eh bien, on voit qu'en Allemagne, on a, au-delà de la création de l'entreprise, engagé du personnel, et qu'en France, la première interrogation pour un chef d'entreprise, c'est de ne pas engager de personnel. Alors certes, il y a la souplesse, la flexibilité, mais il y a aussi un autre problème que je voudrais tout de suite soulever, qui est la situation du failli en France. On dit allez-y, créez des entreprises, simplement un cas sur 2, oui, ça va mal se terminer. Et si vous êtes en Amérique, si vous êtes en Allemagne, dit j'ai créé une entreprise, je l'ai fait vivre pendant 5 ans, et puis après elle a raté, et on vous dit bon ben formidable, vous êtes quelqu'un de créatif, on va vous redonner votre chance. En France, on est toujours à Napoléon, le failli doit d'abord aller en prison. C'est-à-dire que vous avez raté, vous êtes un bon à rien, c'est fini, vous n'avez pas d'indemnité et en général vous êtes couvert de dettes. Je crois qu'il faut d'abord aussi s'interroger sur la situation du failli. Et puis il faut faire vivre cette entreprise. Et de quoi a-t-elle besoin pour vivre?
Elle a besoin de simplicité. Aujourd'hui, nous créons en France en permanence de la complexité. Vous voyez, par exemple, avec les meilleures intentions du monde, c'est le démon du bien qui crée la complexité en France. Vous voyez, par exemple, actuellement, bon, je prends un exemple parmi des milliers d'autres, les tarifs de l'électricité. On voudrait arriver à ce que chaque Français paye son électricité d'un prix différent en fonction de sa situation particulière. C'est de la folie furieuse et c'est pareil dans tous les domaines. Le résultat, c'est en particulier pour les entreprises, vous voyez l'usine à gaz qu'on est en train de nous montrer autour du crédit d'impôt du pacte de compétitivité, je dirais qu'à la limite, les patrons, je pense, vous diraient, écoutez, si c'est pour nous embêter la vie comme ça avec cette histoire de crédit d'impôt, foutez-nous la paix, assurez-nous la stabilité fiscale, parce que l'instabilité, en plus de la complexité, c'est le cauchemar des entreprises. Et voyez donc, sur tous ces plans, on fait tout pour décourager. Décourager parce que le risque de créer une entreprise est immense, le risque d'engager un salarié est immense, parce que l'incertitude et la complexité étouffent la possibilité de gestion. Et dernier point, j'en m'arrêterai là, parce qu'en France, on a laissé se créer une dualité patronale entre les donneurs d'ordre, les grands donneurs d'ordre, qui, eux, ont un pur impératif financier, et l'ensemble des PME liées à ces donneurs d'ordre. Et quand vous êtes avec des patrons de PME, que vous leur dites qu'est-ce qui peut menacer demain l'existence de votre entreprise? Est-ce que c'est des exigences, des revendications excessives de votre personnel? Ou est-ce que ce sont des exigences intolérables de vos donneurs d'ordre? Tous les patrons vous disent, mais c'est pas notre personnel qui mettra l'entreprise en faillite, c'est les donneurs d'ordre. Et on fait semblant de croire qu'il y a une unité du patronat. C'est faux. Actuellement, ce qui menace le plus les PME, c'est pas du tout les syndicats, ce sont les donneurs d'ordre. Là aussi, je voudrais qu'on s'interroge. En Allemagne, les grandes entreprises font très attention de fidéliser le réseau des sous-traitants. En France, elles mettent les sous-traitants en concurrence, y compris avec l'étranger, et se foutent éperdument de les faire crever. Donc vous voyez quels sont les problèmes qui se posent et que nous devons résoudre si l'on veut que demain on recrée des emplois dans ce pays et non pas qu'on fasse semblant d'en sauver. Merci François. Avant de passer la parole à Madame Sylvie Pellafinet, je voudrais saluer deux élus de la nation qui viennent de nous rejoindre pour assister à cette matinée. D'abord, Monsieur Hervé Mariton, député maire. Où est-il? Où est-il? Voilà. 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 Alors ici, on se lève et on embrasse la salle. Voilà. Merci Hervé. Et Monsieur... Et ensuite, Monsieur Patrice Labaume, également député de la Drôme. Où est-il? Voilà. Merci de votre présence. J'espère que pour les uns et les autres, les difficultés temporaires des familles politiques auxquelles vous appartenez trouveront une consolation affective dans nos petits travaux de ce matin. Je ne m'en moque pas parce que personne n'est à l'abri de ce genre de choses. Merci beaucoup. Madame Sylvie Pellafinet. Oui, allez-y, ça va bien. Vous m'entendez? Ça va marcher? Oui, bien sûr. Ça marche. Parfait. Donc avoir une France d'avance, c'est quoi? C'est une France qui aime ses entrepreneurs et non pas qui les renie, comme le disait François de Closet. C'est une France qui accepte l'échec, parce qu'un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui prend des risques au quotidien. C'est quelqu'un qui a envie d'entreprendre, qui a envie de mener des équipes. C'est un meneur d'hommes. Créer une entreprise, c'est une aventure humaine. C'est réunir autour d'un projet. Et c'est quelque chose qu'il faut véritablement valoriser. Aujourd'hui, la création d'entreprises en France, c'est 300 000 entreprises créées, plus les auto-entrepreneurs. C'est au bout de 5 ans, comme vous le disiez tout à l'heure, une entreprise sur deux qui a disparu. Mais ce n'est pas grave. On a le droit de recommencer, on a le droit d'avoir un échec et on a le droit de rebondir. C'est ce qu'il nous manque aujourd'hui en France. Aujourd'hui, l'image de l'entreprise, c'est les patrons voyous. C'est une image détestable que l'on a. Quel dommage, quel gâchis.
Il y a quelques mois, dans l'ouest de la France, il y a un patron qui s'est suicidé. Ça fait 3 lignes dans Ouest France. Les salariés de France Télécom qui se suicident, ça fait le 20h, ça fait les pages de la presse locale, nationale, pendant des semaines. Il y a quand même un problème, vous ne croyez pas? Un patron qui se suicide, c'est parce qu'il n'arrive plus à payer ses salariés, c'est parce que sa situation est devenue tellement dramatique qu'il ne peut plus faire face. Ce sont des faits réels dont je vous parle. Alors je ne vais pas vous plomber l'ambiance tout de suite, parce que ce n'est pas ça la réalité de nos chefs d'entreprise, de PME, de TPE aujourd'hui en France. Mais il faut, d'une part, redorer, revaloriser les chefs d'entreprise qui s'engagent, qui sont confrontés au quotidien à des problématiques de fiscalité, de social, on va en parler tout à l'heure, de création de contraintes administratives. Tout à l'heure, nous aurons un témoignage à ce sujet. De partenaires financiers, le problème des banques, l'accompagnement bancaire. Bref, pour entreprendre en France aujourd'hui, vraiment, vraiment, il faut du courage. Et il faut que nous, partis politiques, nous portions nos idées pour accompagner ces chefs d'entreprise, parce qu'ils sont quoi? Ils sont des créateurs d'emplois et ils sont des créateurs de richesses. C'est ça aujourd'hui. Rien ne peut résister en France si nous n'avons pas des entreprises qui se développent, qui exportent, qui vont voir à l'international, qui apprennent. S'il n'y a pas des chercheurs qui aujourd'hui, je viens de Grenoble, donc je connais bien la situation des chercheurs, la situation des incubateurs, qui créent des produits nouveaux et qui vont les exploiter à l'étranger. Parce qu'en France, on ne sait pas les accompagner, on ne sait pas les aider, on ne sait pas les valoriser. Donc nous avons du travail. Pour autant, nous avons, et c'est une chance aujourd'hui, des jeunes qui continuent à y croire. Et j'ai à côté de moi, j'ai Stéphanie Awad, qui est une jeune créatrice d'entreprise. Elle va vous expliquer son parcours. Il est exemplaire. Alors je sais qu'elle est un peu intimidée ce matin parce qu'on lui demande de témoigner, mais je vais lui demander de se présenter et ensuite nous verrons avec elle les problématiques auxquelles elle a été confrontée. D'abord, merci à vous, Sylvie. Merci à vous. Stéphanie. Bonjour, donc je suis Stéphanie Awad, j'ai 25 ans et j'ai monté un Columbus Café dans la région parisienne il y a 7 mois. Je ne suis plus étudiante. Je vois, Hervé, que tu connais ton monde. Alors hier, il disait que j'avais ouvert un Starbucks Coffee. C'est pas tout à fait ça, c'est un Columbus Café. Donc je voulais d'abord... Du temps qu'on y est, il faut donner l'adresse, comme ça au moins ce sera utile. Hein. Alors c'est dans le centre commercial Rosny 2, donc en région parisienne. Dans le 3e 93. couloir, 2e sous-sol. Premier niveau, juste à la sortie de la FNAC. Eh bien, elle l'a fait. Voilà. Donc on parle beaucoup du parcours du combattant pour un chef d'entreprise, donc pour monter sa boîte, pour y arriver. Alors c'est pas du tout un cliché. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour témoigner. Donc la première difficulté pour un chef d'entreprise, c'est d'abord de trouver le premier interlocuteur. C'est qu'on a une idée, on sait où on veut aller, mais on ne sait pas forcément à qui s'adresser. Et donc c'est là la première difficulté. Donc à Rosny, on a quand même la chance d'avoir... Concrètement, ça veut dire quoi ça veut dire, il s'agit de trouver le local, il s'agit de trouver la franchise, il s'agit de trouver quoi? Pas du tout. D'abord savoir à qui s'adresser pour savoir quelles sont les étapes de la création. C'est-à-dire par quoi commencer? Est-ce qu'il faut d'abord trouver un local? Est-ce qu'il faut d'abord... Bon, dans votre cas, vous avez fait quoi? Alors, dans mon cas, on a la chance d'avoir une conseillère en création d'entreprise. C'est un service municipal à Rosny et j'encourage vraiment tous les maires à mettre ça en place, puisque vraiment, sans ce premier pied à l'étrier, on ne saurait pas forcément vers où aller. Et c'est cette Par exemple, Stéphanie, la chambre de commerce n'était pas un endroit pour essayer de se renseigner? Non. Alors là, j'ai vraiment eu des problèmes avec la chambre de commerce, puisqu'au moment où j'ai rédigé mes statuts, donc là, c'est vraiment assez incroyable. J'ai rédigé mes statuts, je vais pour enregistrer ma société. Et la chambre de commerce et la chambre de métier se renvoyaient la balle. Donc chacun me disait « Ah bah non, c'est à la chambre de métier qu'il faut aller enregistrer sa société. La chambre de métier, non, c'est la chambre de commerce. » Chacun se renvoyait la balle puisque j'ai une partie artisanale dans mon activité puisqu'on fait nos pâtisseries maison. Mais finalement, le gros de l'activité est plutôt commercial. Donc au final, chacun se renvoie la balle, personne ne veut enregistrer la société. Et comment est-ce qu'on avance ?
Bon, au final, avec qui vous avez fait affaire? Avec la Chambre des métiers. D'accord. Quelle est la deuxième étape qui vous a posé problème? Le stage création au niveau de la Chambre des métiers, qui est plutôt qui est censé nous encourager, nous donner toutes les difficultés qu'on va rencontrer, etc., pour nous aider à y faire face. Au final, c'est plutôt un stage qui nous décourage. Puisqu'on nous dit, si vous ne faites pas ceci, vous risquez d'aller en prison. Si vous ne faites pas cela, vous allez en prison. Et puis au final... Bah oui, mais c'est la réalité, non? C'est la réalité. Ouais. D'ailleurs, si j'ai bien compris, vous êtes actuellement rescapé, réfugié dans la Drôme, c'est pour ça que vous êtes là. Allez. Allez. Ensuite, Stéphanie, ensuite. Alors, un autre problème a été aussi le dépôt du dossier d'aménagement en mairie. Donc, il faut une autorisation pour commencer ces travaux. Alors, sur ça, par contre, le stage de la Chambre des métiers ne nous indique pas cette difficulté. Donc, le délai administratif pour avoir cette autorisation est de 3 à 5 mois. 3 à 5 mois, lorsqu'on a déjà signé un bail commercial et qu'on doit commencer à payer un loyer de plus de 7 000 € par mois, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir trouver 30 000 € supplémentaires qu'on n'avait pas prévus. Et au final, c'est peut-être déjà tuer l'entreprise avant même d'avoir débuté l'activité, alors que c'est une activité rentable à la base. Étape suivante, de succès ou de difficulté? ERDF, donc très compliqué. Bah, ça va aller, là, ils vont vous rembourser un peu, là, maintenant. ERDF, je n'ai toujours pas d'électricité. À moi, je suis branchée chez quelqu'un d'autre qui... Cela dit, ça va alléger considérablement vos charges. Hein? Oui. Je vous rassure, ils sont au courant. Ensuite, ERDF, pourquoi? Parce qu'ils ne répondent pas, parce que c'est long, Parce que le délai est d'environ 6 mois pour avoir un raccordement électrique et qu'aujourd'hui, ça fait 8 mois que j'ai fait la demande et que je n'ai toujours pas l'électricité. Charmant, charmant. Voilà. Et une lettre recommandée, rien n'y fait? Rien n'y fait. La demande est prise en compte. Je sais que c'est en cours, mais j'aurai l'électricité dans quelques mois. Bientôt, bientôt, oui. Voilà. Bon. Y a-t-il d'autres difficultés? Oui, bien sûr, il y en a toujours. On a eu des difficultés avec France Télécom, qui nous a raccordé le... j'avais la ligne de téléphone dans le mauvais local, donc je n'avais pas de téléphone, donc pas de quoi avoir la carte bleue. Donc on a ouvert au début sans carte bleue. Donc les gens payaient en liquide, vous ne pouvez pas payer. C'était. Oui, ça faut pas trop le répéter parce que oui, vous allez avoir une difficulté supplémentaire à mon avis. Ensuite, Stéphanie. Eh bien, les banques. Alors tout ce qui est financement. Donc j'ai pas mal demandé de prêts d'honneur. Donc il y a des dispositifs en place pour avoir des aides, des prêts à taux zéro. Mais là encore, c'est de grosses difficultés puisque pour chaque demande, pour chaque dispositif, il faut remplir des dossiers qui sont très conséquents. Et au final, la complexité de toutes Mais ces est-ce que tout ça ne peut pas se faire simultanément au lieu de successivement qui allonge les délais? C'est ce que j'ai fait. C'est ce que vous avez fait, voilà. C'est ce que j'ai fait, mais au final, c'est beaucoup de travail puisqu'il faut tout gérer en même temps. Et bien sûr. En réalité, c'est pas impossible, c'est juste qu'il faut beaucoup de volonté et les difficultés sont telles que beaucoup abandonnent. Et enfin, la difficulté ultime est arrivée, c'est-à-dire les clients. Oui. Bon. Les clients ont suivi, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a un stress le jour de l'ouverture. On se dit, est-ce qu'il y aura quelqu'un devant la porte? J'ai pas eu pas devant, il vaut mieux que ce soit dedans. Oui. J'ai pas forcément de problème à ce niveau-là, ça suit plutôt bien, donc je suis plutôt satisfaite de... Vous êtes ouverte depuis quand? Depuis 7 mois. Depuis 7 mois. Et la recette est convenable? Oui, je suis tout à fait sur mon prévisionnel. Allez, donc tout va bien. Il y a du bois quelque part ici? Bah oui, tiens, ça c'est du bois. Bravo et merci Stéphanie. Vraiment. Donc, une fois les difficultés de la création levées, Oui. et ce n'est pas une caricature, c'est la vraie vie que Stéphanie nous raconte. Après, on va se heurter aux problématiques de droit du travail. Et là, on a Fabrice qui va pouvoir nous en parler parce qu'il est juge au Conseil des prud'hommes de Paris en section employeur, activité commerce. Et là, il a un vrai témoignage aussi. C'est la vie de l'entreprise au quotidien qu'il raconte. Fabrice est aussi un dirigeant de direction générale dans une grande entreprise et il a d'ailleurs fait plusieurs entreprises. Oui. Par ailleurs,
Le monde de la Méditerranée est une de ses préoccupations naturellement économiques, mais aussi culturelles. Et par ailleurs, c'est un Européen qu'il faut retenir par les oreilles tellement il est fédéraliste. Oui. Fabrice Hakoun. Merci pour ce portrait flatteur. Donc moi, je souhaitais intervenir effectivement et rebondir sur ce que disait Stéphanie, parce que à t'entendre, on considère effectivement qu'il y a une barrière. On voit qu'il y a une barrière à l'entrepreneuriat. On se dit, bon, mais une fois que j'ai franchi cette barrière, ça va s'ouvrir pour moi, je vais pouvoir réussir à avancer. Alors moi, j'ai une image, c'est qu'en fait, c'est comme une entrée de discothèque. C'est-à-dire qu'on va arriver devant, c'est difficile de rentrer, mais on s'imagine qu'une fois dedans, on va pouvoir danser comme on veut. Bah, pas du tout. Vous n'allez pas danser comme vous voulez, parce qu'on va venir vous rechercher dans la discothèque pour vous sortir. Et vous dire non, non, vous n'avez rien à y faire. Donc c'est un peu plus compliqué que ça. Et si effectivement, j'ai demandé à Véronique de m'inscrire sous mon étiquette juge au Conseil des prud'hommes, c'est parce que je considère qu'il n'y a pas seulement une barrière à l'entrepreneuriat, il y a un boulet qu'on vous attache au pied quand vous démarrez et que vous allez traîner tout au long de la course. Donc vous démarrez une course qui est une course maintenant internationale, avec des entreprises qui sont du monde entier, sauf que vous, en tant qu'entrepreneur français, vous avez à un pied le boulet fiscal et à l'autre pied le boulet social. Et je voudrais insister un tout petit peu sur le boulet social. On a en France un droit social que moi je n'aime pas trop critiquer en tant que tel, parce que finalement il est le fruit du législateur, donc on est en démocratie, et quelque part on doit s'y conformer et le respecter. Et ce n'est pas le fils d'ouvrier que je suis qui va critiquer un droit relativement protecteur pour les salariés. Là où effectivement, par contre, je m'insurge, c'est contre l'exploitation. L'exploitation qui est faite de ce droit au sein des tribunaux, qui normalement sont des instances judiciaires et qui finalement deviennent des instances d'opposition politique. C'est-à-dire que je suis effectivement un syndicaliste quelconque, je vais essayer de m'opposer au pouvoir politique en tapant sur les entreprises, en tapant sur les entrepreneurs. Et quand on voit les difficultés qu'ils rencontrent, c'est quand même relativement injuste. Et du coup, un certain nombre d'entreprises vont se retrouver au pied du mur, du fait du droit social, du fait d'un certain nombre de mesures. Je peux vous prendre des exemples récemment que j'ai eu effectivement à traiter d'une entreprise qui a fait une erreur de forme sur un contrat de travail parce que c'est une petite PME et que cette petite PME n'a pas les moyens de se payer un avocat en droit social. Donc c'est son expert comptable qui lui fait un certain nombre de dossiers. Et puis elle a fait une erreur formelle, un salarié effectivement qui avait une certaine ancienneté, et elle se retrouve, cette entreprise, condamnée à payer des indemnités supérieures à son bénéfice annuel. Voilà, pour vous donner un peu une idée de ce que ça représente, c'est une année de travail de dizaines de collaborateurs ruinés effectivement. Donc c'est sa capacité d'autofinancement derrière qui est grévée. C'est derrière sa survie qui peut en dépendre. Et je crois que, madame, vous avez effectivement cette expérience-là aussi, à la fois au tribunal de commerce et au Conseil des prud'hommes. Et vous pouvez aussi en témoigner. Donc moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, n'oublions jamais qu'il n'y a pas seulement une barrière à l'entrée dans l'entrepreneuriat, il y a derrière, tout au long de la vie de l'entreprise, de la vie courante, des difficultés que l'on rencontre qui sont liées à la façon dont le droit social, le droit du travail est détourné ou exploité par un certain nombre de salariés de l'entreprise d'ailleurs, hein, qu'on retrouve après en juge au prud'homme. Pour ne parler que de cet aspect des choses, mais depuis que j'étais jeune journaliste aux côtés de François d'ailleurs, j'ai toujours entendu parler de ça. Il y a quand même un constat consternant. Comment se fait-il que les dirigeants successifs, et ceux notamment qui se rattachent à notre vision de l'organisation du monde et de la production de la richesse économique, n'aient pas simplifié, n'aient pas réglé ces questions? Ça me rappelle la bataille des 35 heures qui a servi à l'opposition